Bonjour et bienvenue en direct sur France 2 pour la fin de cette étape numéro 4 sur la route du Tour de France. 5e jour sur la route du Tour, mercredi 4 juillet, Abbeville-Rouen, 214 km 500 au programme pour les 195 coureurs, 198 au départ de Liège samedi, 2 abandons hier. Un homme n'est pas reparti ce matin, Martin Talinghi, victime d'une fracture de la hanche, mais il avait admiration, il avait quand même terminé l'étape hier à un peu plus de 10 minutes seulement du vainqueur, le Slovaque Peter Sagan. 3 hommes en tête partis au kilomètre 0 sous l'impulsion du japonais de l'équipe Europcar, Yukiya Arashiro, le coureur japonais ancien champion d'Asie et qui avait découvert le Tour en 2009, un héros. Eh oui, un héros dans son pays, entre à Sotteville-sur-Mer en compagnie, c'est tout plat normalement, un grimpeur, David Moncoutier, accompagné par un homme qui était déjà là lors de la première étape, première échappée du Tour. C'est Anthony Delaplace pour l'équipe Source-Sojason qui, Laurent Belay, a un sacré pansement sur le genou gauche, lui aussi était sans doute dans la chute d'hier ou d'avant-hier. C'était pas, Thierry, une conséquence de chute, c'est un problème musculaire pour Anthony Delaplace. Il a simplement ressenti ça hier soir à l'hôtel. J'avais été intrigué tout à l'heure par effectivement cette genouillère. J'ai posé la question à Lilian Le Breton. On va dire que c'est plus préventif que curatif cette histoire. Voilà, petite chaîne au niveau du genou. On a mis une genouillère et pour l'instant, Anthony Delaplace va plutôt bien. Juste une petite précision, hein. Les courants ont déjà passé 3 côtes dans cette étape. Le Mont-Huon, 1 point pour Moncoutier. La côte de Dieppe, 1 point pour Anthony Delaplace. On n'a pas disputé le sprint, ça s'est fait au fil des relais naturels. Et puis la côte de Pourville-sur-Mer, un 2e point pour David Moncoutier. Cela vous permettra, messieurs, de tenir à jour vos classements. Et puis une petite précision, on annonçait un vent de sud. Et bien c'est un vent de mer, alors il n'est pas très fort, mais c'est un vent qui arrive du nord pour les échappées. Vous le voyez d'ailleurs à la position des échappées, puisqu'on se situe légèrement sur la gauche du coureur qui précède, simplement parce que les coureurs sentent le vent et le vent arrive de la mer, mais ce n'est pas un vent violent. Et on en a profité pour saluer Claire Pedrono, c'est l'ardoisière, la bretonne. Elle est originaire de Plumelec, c'est la bretonne de service sur la moto jaune, celle qui indique avec l'ardoise eh bien l'écart entre la tête et le peloton. 6,55 en ce qui nous concerne. Bonjour monsieur Cadel Evans, toujours très concentré, ancien champion du monde, dossard 1 normal. Il a gagné le Tour de France 2011. Oui, merci à Laurent pour ses précisions, puisque Intranet, sur lequel on peut suivre les informations, nous communiquait quand même au Moncoutier premier à chaque grimpeur. Donc c'est bien. Il faut savoir que c'est pas lui qui est passé au sommet de la côte de Dieppe en tête. Donc comme ça, on met à jour nos petits cahiers. Quant au vent, il joue des tours aussi, parce qu'il était 3/4 face. Ça, c'est le communiqué météo du matin, mais apparemment, il fait des caprices. Il tourne, voilà qui vient de la mer maintenant côté droit. Vent de côté, ça devrait donner un vent dans le dos après le sprint intermédiaire à Fécamp jusqu'à Rouen. Alors il n'est pas très fort, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Quoi qu'il en soit, on roulera vite dans le final parce qu'il y a un sprint au bout. Mais bon, c'est des petites informations qu'il est bon de connaître. On a une vision erronée quand on n'est pas sur le terrain. Donc voilà, c'est tout l'avantage d'avoir un regard aiguisé sur la moto. Merci Laurent. Anthony Delaplace pour prendre le relais de ce trio. 6,40 ça fait juste quand même, hein, surtout à 122 km de l'arrivée. C'est monté vite, 8 minutes 15 au maximum. Et là ça s'est un peu bloqué parce que les coéquipiers d'André Greppel, l'équipe Lotto Bélissol est venue rouler en tête de peloton à la place de l'équipe Radio Shack qui elle imprime le rythme imposé, en tout cas souhaité par le maillot jaune Fabian Cancellara. On connaît la sagesse et l'expérience. On a vu Anthony Delaplace qui a eu de la visite ce matin. Le départ a été donné à Abbeville. Les bus des coureurs étaient donc à Abbeville. Et dans l'équipe Source-Sojason, on a vu passer Jimmy Casper qui est venu saluer ses anciens coéquipiers. Et puis bien sûr, il s'est arrêté. Il est allé voir ses copains de l'équipe AG2R La Mondiale. Jimmy Casper, le sprinter originaire du département de la Somme puisqu'il habite Montdidier.
Il n'y a que 9 places par équipe sur les routes du Tour de France. Même si c'est le rêve absolu, si c'est l'objectif pour beaucoup de toute une saison, il n'y a que 9 coureurs qui sont élus et qui ont le privilège de participer au plus beau feuilleton de l'été. Oui, vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a que 9 places, il n'y en avait pas pour tous. Mais bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont du restés coup, à la maison, oui. qui sont déçus. Ouais. On peut imaginer aujourd'hui que Jimmy Casper aurait aimé être dans le peloton. C'était une étape qui lui aurait convenu, mais voilà, on a fait dans l'équipe AG2R mondiale l'équipe autour de Jean-Christophe Perrault. Nicolas Roche. Ah, c'est Jean-Christophe Perrault qui a le dossard. Hein. Mais bon, ils sont plusieurs à avoir des ambitions. Avoir un dossard, ils sont 9 à avoir un dossard dans l'équipe AG2R. Non. Honnêtement, je crois que le mieux armé, c'est quand même Jean-Christophe Perrault. Je pense que c'est celui, on regarde son bon classement dans le précédent Tour de France, celui qui doit être en mesure de peut-être mieux assumer le statut de leader. Nicolas Roche a terminé dans les 10 premiers d'un Tour d'Espagne. Sur le Tour de France, il a été un petit peu plus loin, mais c'est aussi un coureur qui tient bien la cadence sur 3 semaines. Excellent hier dans l'étape de Boulogne. Il a pris une belle place à l'arrivée. Il était 6e. Nicolas Roche, 7e. Du coup, oui, c'est toujours compliqué quand on a plusieurs garçons qui peuvent faire un bon classement, de choisir à qui on va faire confiance et qui est-ce que l'on protège. Et puis du coup, on laisse à la maison d'autres coureurs. Ça fait partie des choix qui sont toujours difficiles à faire. Pourtant, dans cette équipe AG2R, il y a quand même quelques bons sprinteurs. Casper, Ravard, Mondori qui s'est blessé juste avant le tour et qui n'a pas pu prendre le départ, remplacé par Sébastien Hinault au pied levé, qui va lui aussi vite et qui a été le premier français et 12e de l'étape l'autre jour à tourner. Donc voilà, pour le sprint, c'est Sébastien Hinault qui assure donc cette mission dans l'équipe AG2R, la mondiale. Alors, je termine avec l'équipe AG2R, la mondiale, managée par Vincent Lavenu. Au classement général après Boulogne-sur-Mer, après l'étape numéro 3. Eh bien, Jean-Christophe Perrault est 16e à 23 secondes de Fabian Cancellara et Nicolas Roche est 20e à 25 secondes de Fabian Cancellara. En ce qui concerne les changements de dernière minute, il y en a eu un autre. Vous parliez de Loïc Mondori, malheureusement blessé au genou, remplacé par Sébastien Hinault. Eh bien, Sten Vandenberg, le coureur de l'équipe Omega Pharma Quick-Step, est victime d'une blessure à la selle. Pour faire du vélo, c'est pas pratique. Vient a été la veille du coup remplacé par Martin Velits, qui dispute là son premier Tour de France. Il y a donc dans cette équipe Omega Pharma les deux frères Velits, Martin et Peter. Et là on a vu Peter Sagan. Un maillot vert solide. Oh, on n'est pas encore au sprint intermédiaire. Hein. Aujourd'hui, c'est un maillot vert solide, mais qui va devoir s'accrocher, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de points sur le tapis aujourd'hui. Hein. 20 points au sprint intermédiaire tout à l'heure à Fécamp et 45 à l'arrivée. Ça fait 65 à ramasser. Pour l'instant, Sagan en possède 42 d'avance sur Marc Cavendish. Et nous sommes à Sotteville-sur-Mer avec cette église que vous avez aperçue au premier plan, qui s'appelle l'église Saint-Léonard. Particularité. Ça c'est le mémorial de l'esplanade du Céron. Alors là, ça demande une petite explication puisque le 6 juin 1940, c'était le début des opérations militaires qui vont frapper la localité où nous sommes, là, c'est-à-dire Veules-les-Roses, entre avions allemands et navires qui croisent au large. Et la lutte va donner lieu à plusieurs jours de combat. Et ce canon-là appartenait à un navire qui s'appelait le Céron et qui a coulé donc un peu au large là. Et l'épave d'ailleurs doit être encore visible quelque part. Et disons qu'on a rapatrié l'un des canons. Et on a rapatrié aussi fort heureusement les 300 hommes qui se trouvaient à bord sur un autre navire. Et on vous présente donc le canon du Céron. Le Céron a répliqué avec ses canons pendant 7 heures, mais la mer descendait et puis le navire donc s'est échoué. Et on a récupéré ces quelques objets, je dirais,
qui permettent donc de se rappeler de la bataille et des combats contre les troupes ennemies. Si ça tourne, c'est qu'il y a un peu de vent. Confirmation de ce que nous disait Laurent tout à l'heure derrière les 3 hommes de tête. On est loin pour commencer à regarder du côté des sprinteurs, mais les sprinteurs sont venus en visite à l'arrière du peloton, Nicolas. Les pelotons, oui Thierry, les sprinteurs sont venus un peu à l'arrière, comme la plupart des coureurs derrière qui viennent tout simplement satisfaire un arrêt naturel, un besoin naturel, ou alors venir tout simplement ravitailler auprès de leur voiture. Et on a vu tout à l'heure Oscar Freire, en parlant des sprinteurs, qui est venu changer son vélo. Voilà un petit peu les coureurs qui profitent encore de ces moments de répit pour tout simplement ou satisfaire un besoin naturel ou se ravitailler. Bref, la bagarre n'est pas encore lancée, on a encore beaucoup de temps, donc c'est la routine pour le peloton. Nicolas, vous avez la visite de Marc Cavendish, d'Oscar Freire. La visite de Marc Cavendish est un bien grand mot, mais Marc Cavendish, depuis tout à l'heure, traînait en fin de peloton, en queue de peloton. Rien d'alarmant à mon avis, parce que c'est vrai que, comme on vous le disait, c'est une étape pour l'instant assez tranquille. Oscar Freire, oui, puisqu'il a changé de roue. Marc Cavendish, lui, depuis tout à l'heure, est en queue de peloton. Mais je vous dis, par exemple, Frank Schleck vient de passer à côté de nous, comme Simon Guérand. Donc je vous dis vraiment, les coureurs, Thomas Voeckler est juste dans notre roue, avec le sourire. Et c'est vrai que... il vient de nous dire un petit mot. Enfin bref, voilà les coureurs qui remontent là et qui vont réintégrer le peloton. Qui c'est qui est venu vous voir? On l'a entendu, hein, donc vous pouvez nous le dire. Hein. C'est Thomas Voeckler qui me demandait si je voulais un scoop. Il a dit j'en ai pas. Donc voilà. Donc Thomas Voeckler avec son strapping sur le genou gauche et apparemment le sourire pour l'ancien champion de France. Voilà l'église Saint-Martin qui se trouve à Veules-les-Roses, donc, où a lieu le contrôle de ravitaillement. L'église Saint-Martin qui appartient au style gothique du XVIe siècle, qui était rebâti d'ailleurs à cette époque. Et le clocher carré, lui, date du XIIIe siècle. À l'intérieur, il y a plusieurs piliers qui sont ornés de colonnettes dont le décor sculpté illustre l'activité des pêcheurs. C'est une église classique. Nous sommes donc à Veules-les-Roses, une jolie station balnéaire qui n'est pas que cela d'ailleurs, puisque c'est aussi l'un des villages les plus anciens de la région. Et on descend à la mer, on ne voit pas, on ne peut pas tout voir bien sûr, mais on descend à la mer par un escalier de bois de 190 marches. Et tiens, j'allais oublier, c'est aussi le pays de l'huître creuse normande, implantée en 1997. Une huître creuse normande qu'on appelle la Veuleuse. Et c'est la première huître de Seine-Maritime élevée en pleine mer sur l'estran de Veules. Alors je vous disais, en fait, je vous parlais tout à l'heure de Arashiro. Je vous l'ai dit, c'était le premier coureur japonais à disputer le Tour, à terminer un Tour de France avec des coups, parce qu'il y a eu des Japonais, il y a eu 2 Japonais avant lui. C'est Gilles Leroy qui me faisait remarquer. Kiso Kawamuro en 1926 et Daisuke Imanaka en 1996 dans le Tour chez Polti. Et Imanaka, si je me souviens bien, était originaire malheureusement d'une ville trop célèbre, Hiroshima. Et c'est vrai qu'il avait dû faire 3 années pro chez Polti. Il avait bien été le 2e coureur japonais à participer au Tour de France. Et il me semble bien que Imanaka est toujours en activité. C'est un garçon qui a 48 ans, mais bon, plus dans une équipe professionnelle que l'on a l'habitude de voir, notamment en Europe, mais c'est un garçon qui continue de courir. C'est vrai que le cyclisme au Japon, c'est devenu une institution. Le Tour de France surtout, et tous les ans, au mois de novembre ou début décembre, il y a une grande fête pour le Tour de France.
Ils sont déjà allés inviter Christian Prudhomme ou Bernard Hinault. On aime le Tour au Japon. Ils ont été assez lents à s'y mettre en ce qui concerne le cyclisme sur route. Hein. Évidemment, le cyclisme sur piste dominée avec le Paris, avec le Keirin et tout ça, avec jadis Nakano qui a été 10 fois champion du monde de vitesse. Maintenant, ils se sont mis à la route et c'est un grand bonheur pour eux d'ailleurs. Alors on a du temps. 116 km de l'arrivée, écart qui continue de diminuer quand même. Hein. Le trio perd seconde après seconde, tranquillement. Là, on est revenu à 6 minutes. Je rappelle que l'écart maximal, ça a été 8 minutes et 13 secondes. On va revenir en image avec Laurent Jalabert sur le final hier, marqué par une chute. Et en regardant, parce qu'on essaye de regarder différentes choses, c'est vrai qu'à un moment hier, on a cru que c'était Bradley Wiggins qui est tombé. Pas du tout, c'était Christopher Froome. Il y a un peu de ressemblance entre les deux. Regardez comment une chute, alors ça a été sans gravité, mais regardez comment cette chute est arrivée. Avec tout d'abord les BMC qui travaillent pour Cadel Evans, en tout cas qui emmènent Cadel Evans. Georges Hincapie s'est bien écarté à droite de la route. Et vous voyez Baden Cook avec la première flèche qui attend Albazini. C'est l'homme chargé dans cette équipe Greenedge, surtout sur ce style d'arrivée, de terminer le travail. Candidat à une victoire d'étape qui a choisi la route de Peter Sagan. C'est pas un mauvais choix, ça s'écarte un petit peu. Regardez Sagan. Cook il cherche, il trouve pas Albazini, il cherche. Sagan du coup est obligé de se mettre en danseuse et de se décaler sur la gauche, suivi par Fabian Cancellara, et du coup Baden Cook va presque s'arrêter. Regardez, c'est là qu'il va gêner Oscar Ferret qui n'arrive pas à passer entre les deux. Et voilà, boum, badaboum, ça arrive de temps en temps. Ça c'est souvent quand on arrête de pédaler dans un sprint. Alors là c'était en côte, donc c'était moins embêtant. Et du coup la vitesse s'est réduite beaucoup plus vite. Voilà, et du coup il n'a pas vu arriver Oscar Ferret qui était à pleine... Enfin, c'était en côte, donc pas à pleine vitesse comme sur un sprint sur le plat. Mais bon, voilà, c'est l'explication de cette chute. Juste avant que l'on parle de Bradley Wiggins, je vais vous montrer une image de Bradley Wiggins et me dire ce que vous en pensez. Jean-Paul, c'est à vous. Oui, le parc éolien de la côte d'Albâtre, je vous laisse l'image. Regardez, il est là avec le casque plein, Bradley. En fait, c'est pas lui qui tombe, c'est Christopher Froome. Là, il est gêné par la chute devant lui, prudent, je le trouve. Bon, alors, il est serein, il connaît le règlement, il sait qu'il était dans les 3 derniers kilomètres, donc il n'y a pas de problème au niveau du temps. Il est classé dans le temps du vainqueur de l'étape. On met sa route tranquillement. Je le trouve très serein, très très serein. Oui. Parce qu'il connaît bien le règlement, il savait de toute façon qu'il ne risquait pas grand-chose là au niveau du temps. Sinon, effectivement, il se serait davantage affolé. Mais oui, il est serein, mais bon, nous sont à peu près tous, hein, hormis ceux qui jouent la victoire d'étape. Pour Bradley Wiggins, l'important c'était de rester au contact de ses adversaires directs pour le classement général. Et du fait qu'il y a eu une chute, un petit coup le pied à terre, ça permet de finir en roue libre et d'être classé en même temps que les petits copains. Donc voilà, le règlement, il convient de bien le connaître, il faut savoir le mettre en application aussi. Il y a des coureurs qui, parfois... dans des moments délicats de course, s'en rappellent bien, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça peut leur rendre service. Ça d'ailleurs, cette chute a rendu service à Sylvain Chavanel. Hein. On l'avait vu à l'attaque hier. Sylvain, il a été repris aux 500 mètres, à bout de souffle, à bout de force, et heureusement qu'il y a eu la chute, parce qu'il y avait des cassures à l'arrivée. Sylvain avait pris un temps d'ailleurs, lui n'a pas du tout été gêné. Mais du fait qu'il y a eu une chute, on a reclassé tout le monde en même temps. Donc sans ça, sans la chute, Sylvain aurait perdu quelques secondes sur ses adversaires directs et peut-être la 3e place au classement provisoire. Voilà le parc éolien de la côte d'Albâtre. Suite à un appel d'offres qui a été lancé
que le gouvernement français a lancé en 2004 pour la réalisation de ce parc en dehors des côtes. Ce projet Côte d'Albâtre a été retenu. C'est un parc de 21 éoliennes. Il y avait 3 rangées de 7 éoliennes d'ailleurs. Au large un peu de la commune de Veules-les-Roses, et nous sommes ici maintenant à Saint-Valery-en-Caux. Et ce phare que vous voyez là est célèbre puisque en 2004 il a été inséré dans un film qui s'appelle Arsène Lupin, tout simplement, de Jean-Paul Salomé, avec Roman Duris dans le rôle titre. Et en 2009, il y a eu aussi un autre film de tournée ici qui s'appelle Le nom des gens de Michel Leclerc avec Sarah Forestier et Jacques Gamblin. C'était une séquence sur la plage. Saint-Valery-en-Caux, le centre-ville a été presque entièrement détruit lors des bombardements du siège de la ville du 10 au 12 juin 1940. Saint-Valery-en-Caux qui sera libéré par les Alliés. Ici au premier plan, vous avez le port de Plaisance, un port de Plaisance de 550 places. Le phare, vous l'avez vu, il a été construit en 1872. Une jolie station balnéaire, Saint-Valery-en-Caux. Et ce parcours doit rappeler de bons souvenirs à 3 coureurs qui sont dans ce peloton, puisque au départ nous sommes partis d'Abbeville et qu'ensuite on a emprunté en début de parcours les routes traditionnelles d'une course très belle qui s'appelle la Côte Picarde, du côté de Ners-les-Bains. Une course réservée désormais aux coureurs de moins de 23 ans. C'est en général un mercredi du mois d'avril. 3 anciens vainqueurs roulent dans ce peloton. André Kachechkin, il est dans l'équipe Astana, il avait gagné en 2001. Guillaume Le Varlet, le Picard, le Beauvaisien, dans l'équipe Source Johnson, avait gagné en 2006. Et Christian Koren, le Slovène de l'équipe Liquigas, qui a gagné cette Côte Picarde en 2008. Et puisque je parle de Côte Picarde, il y a un très beau supplément, je vais vous le nommer Jean-Paul, qui a été édité par les journalistes du Courrier Picard sur la Picardie sur le Tour de France, puisque nous sommes partis de Picardie et demain l'étape Rouen-Saint-Quentin fera donc l'inverse d'aujourd'hui, de la Seine-Maritime à la Picardie au département de l'Aisne. Ce sera tout aussi long et tout aussi plat. Alors en ce qui nous concerne, il fait une chaleur épouvantable. Jean-Paul a tout enlevé, on transpire. Presque tout. Dans le studio, c'était épouvantable. Je sais pas, dehors fait-il chaud, Jean-François Carcaert? Ouais, ça va, dehors. Il fait meilleur dehors que dedans. Et sur la route du Tour, je vois que Arashiro a soif. Est-ce qu'il fait chaud? Quelle est la température? Et un petit rappel des conditions météo avec Laurent Belay. Thierry, c'est pas les grandes chaleurs. C'est vrai que nous, en attendant le passage des coureurs, lorsqu'on ne roulait pas, on avait la sensation de la chaleur. En revanche, sur la moto, on supporte le blouson. Donc, on est loin des grandes chaleurs là sur le Tour. Mais c'est vrai que il y a un petit peu de soleil, il y a une météo qui est un peu plus clémente que ce qui était annoncé, parce qu'on nous avait annoncé quelques gouttes de pluie. Et finalement, comme disait l'autre, jusqu'ici, tout va bien. On vous proposera tout à l'heure peut-être un petit propos avec Dominique Arnoux au sujet évidemment de Thomas Vauclair, au sujet aussi des échappées, pas maintenant, on ira tout à l'heure, au sujet également de ces coureurs qui sont passés dans la zone d'enravitaillement mais qui n'ont pas pris leur musette. Les musettes, ce sont les directeurs sportifs qui vont les amener. Donc vous venez nous revoir quand vous voulez, nous on est prêts, on a le temps, on est bien sur la moto, il n'y a pas de souci. En plus, il n'y a pas beaucoup de bancs, vous n'allez pas vous enrhumer. Encore une image donc de Saint-Valery-en-Caux. Nous avons découvert sous un autre angle tout à l'heure. Magnifique station balnéaire, son église Notre-Dame, je ne l'aperçois pas très bien, mais elle existe encore là. Heureusement.
On l'a dit, cette étape va être absolument magnifique vu du ciel, hein. C'est le Tour de la France aussi. Ça fait partie du charme de nos directs aujourd'hui encore sur France 2. C'est vrai que c'est une occasion de voir des ports, de voir une région d'une façon un peu différente. Et c'est vrai que là, on est dans un spectacle absolument sublime. Anthony Delaplace, David Moncoutier et Yukiya Arashiro. Voilà les trois coureurs qui sont partis dès le kilomètre 0. En tout cas, le coureur japonais, il porte le maillot d'une équipe française. L'équipe Europcar, hier, c'était Giovanni Bernaudo pour l'équipe Europcar qui était devant. C'est un choix, c'est une tactique. C'est ce que nous a confirmé Giovanni Bernaudo ce matin, le fils de Jean-René, au micro de Claude Aymar, bien sûr. Autant il y a des jours, voilà, il y a des jours où on nous dit non, n'allez pas dans l'échappée, restez près des leaders. Moi, hier, j'avais la consigne, moi, Yukiya Arashiro et Vincent Jérôme, on devait essayer de prendre le bon coup. Et bon, j'étais dans deux, trois coups. J'ai réussi à prendre la bonne échappée, donc c'est bien. Tant qu'on arrive à faire ce qui est dit au briefing, c'est cool. Qu'est-ce qu'il vous a dit le papa le soir? Je l'ai vraiment vu vite fait, quoi. Il est pas au même hôtel que nous et bon, il était content, il a dit que c'était bien, mais voilà quoi, c'est rien de spécial. Alors vous savez que le soir, l'après-tour de Gérard Rolls, en dehors des podiums de la rétro de polo, ce soir on parlera, Jean-Paul, de Jacques Anquetil, bien sûr, on va en reparler de la rétro de polo. Oui, effectivement, oui, ce sera. Non, je voulais, je voulais intervenir. Il y a tellement de choses. C'est ça qu'on sait tout. Hein, là, j'arrive même plus à ouvrir un tiroir que déjà il faut le refermer, ça me fait mal au doigt. C'est vrai. C'est la centrale nucléaire de Palluel qui a été construite de 1977 à 1986. Elle a été exploitée par Électricité de France. Et cette centrale utilise l'eau de la Manche pour son refroidissement. Il y a 4 réacteurs nucléaires. C'est l'une d'ailleurs des plus grosses centrales nucléaires françaises. La centrale nucléaire de Palluel. Et donc tous les jours, dans l'après-tour présenté par Gérard Rolls, lors de la rétro de polo, du grand résumé de Jean-René Godard, des interviews au podium et des analyses de Laurent Jalabert. Vous savez qu'il y a cette année une nouveauté, c'est l'immersion, ça s'appelle l'échappée belle, c'est avec Rodolphe Godin et c'est au sein du team Europcar. Et bien sûr, hier soir, on s'est aperçu, et il l'a confirmé en direct dès son arrivée de façon très sympa, Thomas Vauclair, le héros de l'an dernier, hein, rappelons quand même qu'il a passé 10 jours en jaune, il a fait rêver toute la France. Thomas Vauclair, incertain avant le Tour de France qui a dû s'arrêter pendant près de 10 jours, inflammation au genou. Finalement, il est parti presque rassuré, mais depuis 2 jours, il nous inquiète. On s'était aperçu que dans l'étape qui arrivait au sprint à Tournai, il avait quand même été dans une bordure, il avait perdu 20 secondes. Et puis hier, il est arrivé à Boulogne-sur-Mer avec 7 minutes et 27 secondes de retard, en confirmant qu'il avait bien roulé sur une jambe. Alors la nuit a-t-elle été bonne? En tout cas, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez voir comment ça s'est passé hier soir et ce matin avec Thomas Vauclair, ne manquez pas l'immersion, l'échappée belle de Rodolphe Godin, puisque Rodolphe l'a approché. Thomas s'est ouvert, séance chez l'ostéo. L'état d'esprit de Thomas, vous saurez tout en regardant la belle échappée. Et puis on va prendre des nouvelles, voir comment il est sur le vélo avec Nicolas G. Eh bien écoutez, comme on vous le disait tout à l'heure, Thomas avait l'air d'être bien tout à l'heure. Il est passé avec le sourire. Et en tout cas, on ne voit pas Thomas, on n'aperçoit pas Thomas en queue de peloton comme c'était le cas hier. Alors évidemment, le peloton, on n'a pas mis en route. Mais en tout cas, nous, on peut vous donner des nouvelles assez rassurantes de Thomas qui, comme vous le disiez, qui est passé chez l'ostéo hier. Et en fait, il est reparti ce matin avec le genou strappé. En tout cas, Laurent Belay tout à l'heure vous donnera des nouvelles avec Dominique Arnoux. Nous, on a vu tout à l'heure Jean-René Bernaudo, et Jean-René Bernaudo, lui, est un peu inquiet, hein, malgré le discours de façade aussi dans l'équipe Europcar qui nous dit, où tout le monde nous dit que ça va bien.
Jean-René est un peu inquiet et nous dit qu'il a dit en tout cas à Thomas de ne pas prendre le moindre risque et que s'il devait abandonner, il abandonnerait pour se protéger et ne pas avoir de séquelles. Car on le sait en effet que s'il se force à rouler sur un genou blessé, ça peut être assez dommageable pour lui. Donc Jean-René Bernodeau quand même assez inquiet par cette situation. Alors on a vu là à l'instant même en gros plan Thomas Vauclair un petit peu plus décontracté qu'hier. La nuit a été bonne et ce matin au micro de Codemar, Thomas voulait relativiser. Pour marcher ou quoi, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le pédalage en position debout qui me fait mal et après assis j'appréhende, donc je pédale plus de la jambe gauche, ce qui fait que je me mets un petit peu de travers, je commence à avoir mal aux autres tendons parce que ça compense. Enfin bon, c'est des petits grains de sable on n'a pas besoin de ça, c'est déjà assez dur comme ça les étapes, c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, faut relativiser, hein. Il y a des gars qui roulent avec des attelles, d'autres qui sont déjà rentrés à la maison. Bon, je suis toujours en course, je vais essayer de tenir le coup. Je suis pas du genre à baisser les bras, mais voilà. Des nouvelles fraîches avec Dominique Arnoux auprès de Laurent Belay. Oui Thierry, on sort juste du sous-bois là, on était dans un sous-bois avec une petite descente avec Dominique Arnoux. Dominique, on est dans la descente, c'est un petit peu périlleux. Quelques nouvelles de Thomas par les oreillettes. Est-ce que les nouvelles en course sont bonnes ou pas? Le micro, Thomas, s'il a pris le départ aujourd'hui, c'est que c'est pas pire qu'hier. Voilà, maintenant, il n'y a eu encore pas vraiment, la course encore pas trop emballée derrière. Pour l'instant, ça va, quoi. Il faut avoir les jours à venir. Juste, on a vu le ravitaillement et j'étais un petit peu surpris parce que les coureurs n'ont pas pris leur musette. Donc c'est vous qui avez la musette. Qu'est-ce qu'il y a dans la musette des coureurs? Le menu, c'est des barres de céréales, des tubes Fenue et 2 bidons et un Coca-Cola et voilà. Donc c'est vrai que ça sert à rien pour Yukiya de prendre la musette puisqu'on est juste derrière, c'est perte de temps et surtout risque de chute inutile, donc ça sert à rien de prendre la musette. Et enfin une dernière question parce que hier je vous ai quitté devant le contrôle antidoping. Pierre Rolland, il avait du mal à passer ce contrôle. Il est rentré à quelle heure à l'hôtel parce que quand on est parti à cette moment-là, c'est toujours pas sorti. Finalement, oui, il n'avait pas fait assez, il manquait quelques millilitres et voilà, nous sommes rentrés à l'hôtel pas loin de 20h. Voilà, 20h à l'hôtel pour Pierre Rolland. Merci et puis bonne chance pour Thomas Vauclair, évidemment. Voilà, c'était un petit peu périlleux parce qu'on était en descente et c'est jamais très facile pour nos pilotes moto. Mais finalement, comme je vous le disais, jusqu'ici tout va bien. C'était assez clair, en tout cas, voilà, on peut refermer aujourd'hui le feuilleton Thomas Vauclair. Un mot de conclusion avec vous, Laurent? Oh, de conclusion, non. Moi, j'ai pas de conclusion à apporter, mais simplement une réflexion. Le Tour de France est une épreuve extrêmement exigeante. Alors aujourd'hui, ça ne roule pas. Donc du coup, ça permet à tous les blessés de pouvoir passer une journée assez tranquille. Mais c'est pas sur le Tour de France qu'on se refait une santé. Jour après jour, la santé, elle en prend un coup. Quand on est affaibli, quand on commence à descendre au niveau de la deuxième voiture de directeur sportif, 2 jours d'après c'est la 4e et puis 3 jours après c'est à la maison. Donc moi je suis un peu inquiet pour tous ceux qui ont souffert de chutes, comme tous les ans d'ailleurs, ou qui ont des problèmes physiques, parce que ça ne va pas en s'arrangeant forcément. Les sollicitations sont tellement importantes jour après jour qu'on a du mal à récupérer sur le tour. Le château d'Ancleville, les murs. C'est un logis construit vers 1690 à l'emplacement d'une ancienne forteresse. Ça a été construit pour le chevalier de Miffan qui était chef d'escadre de la marine royale.